Alors, bienvenue dans cette nouvelle exploration du droit international et aujourd'hui nous allons plonger au cœur des principes fondamentaux qui régissent la juridiction des États sur la scène internationale. Que cette vidéo va vous offrir des clés pour mieux comprendre les dynamiques complexes du pouvoir étatique et de la souveraineté dans notre monde globalisé. Tout d'abord, la notion de juridiction au droit international est fondamentale pour comprendre le fonctionnement des relations entre États dans un système international basé sur la souveraineté et l'égalité. La juridiction, dans ce contexte, renvoie au pouvoir qu'un État détient en vertu du droit international pour réglementer ou influencer des personnes, des biens ou encore des situations. Ce pouvoir de juridiction reflète les principes de base de la souveraineté étatique, de l'égalité des États et de la non-intervention dans les affaires intérieures d'un autre État. La juridiction constitue une caractéristique centrale de la souveraineté des États. Euh, la souveraineté d'un État se manifeste avant tout par sa capacité à exercer son autorité sur son territoire et sur ses ressortissants. Et cet exercice d'autorité se traduit par la création, la modification ou la cessation de relations et d'obligations juridiques qui peuvent être accomplies par le biais d'actions législatives, exécutives ou judiciaires. Et lorsqu'un État exerce sa juridiction, il le fait selon les mécanismes et les procédures établis par son propre système juridique. Par exemple, dans un système juridique, le Parlement a le pouvoir de promulguer des lois contraignantes, les tribunaux prennent des décisions judiciaires ayant force obligatoire et l'administration est dotée de l'autorité légale pour appliquer les règles de droit. Et ces actions sont des manifestations directes de la juridiction d'un État, illustrant comment la juridiction est exercée au sein d'un cadre légalement reconnu. En principe, la juridiction est principalement territoriale, ce qui signifie que l'autorité d'un État s'exerce en premier lieu sur son propre territoire. Toutefois, cette juridiction peut également se fonder sur d'autres critères tels que la nationalité. Par exemple, un État peut revendiquer des juridictions sur ses ressortissants même lorsqu'il se trouve à l'étranger. Cependant, la capacité d'un État à faire appliquer cette juridiction dépend souvent de la présence physique de l'individu ou du bien en question dans les limites territoriales de l'État. Le lien entre juridiction et souveraineté est inextricable. Et la souveraineté d'un État implique non seulement le contrôle de ce qui se passe à l'intérieur de ses frontières, mais aussi la reconnaissance par les autres États de ce contrôle. Et l'exercice de la juridiction par un État est donc une expression directe de sa souveraineté. Et cette juridiction, bien qu'elle soit essentiellement territoriale, peut être exercée dans des contextes extraterritoriaux selon des principes établis par le droit international tels que la nationalité ou la protection des intérêts nationaux. En plus de ça, l'exercice de la juridiction en droit international est étroitement lié au principe de non-intervention et d'égalité des États. Selon le principe de non-intervention, aucun État ne doit s'immiscer dans les affaires intérieures d'un autre État, ce qui signifie que l'exercice de la juridiction par un État doit respecter les frontières souveraines d'autres États. Et l'égalité des États, quant à elle, signifie que chaque État a le même droit de juridiction sur ses affaires internes sans qu'un autre État puisse revendiquer une juridiction supérieure ou concurrente. Et ces principes créent un cadre dans lequel la juridiction est exercée dans un respect mutuel des droits souverains des États. Cependant, dans le monde moderne, ces principes sont parfois remis en question, notamment en ce qui concerne les droits de l'homme et les crimes internationaux, où l'influence du droit international peut limiter la souveraineté et les juridictions d'un État sur certaines questions. La juridiction en tant qu'expression de la souveraineté de l'État constitue l'un des fondements essentiels du droit international, comme je viens de le dire, et incarne un petit peu la capacité d'un État à exercer son autorité sur les individus, les biens et les événements qui se trouvent sous sa juridiction. Et ce pouvoir est non seulement un effet de la souveraineté, mais il est également le moyen par lequel cette souveraineté est affirmée et maintenue dans un contexte où les États interagissent sur la scène internationale. L'importance de la juridiction dans l'exercice de l'autorité étatique ne peut être sous-estimée puisqu'elle permet à un État de promulguer
et de faire respecter ces lois, d'administrer la justice et de garantir l'ordre public au sein de ces frontières. C'est à travers cette juridiction que les États sont en mesure de créer des normes légales, de les appliquer, d'assurer leur respect. Et cet exercice d'autorité est donc central pour la gouvernance d'un État, puisqu'il conditionne l'ensemble des relations juridiques et politiques à l'intérieur de son territoire. Il existe différentes formes de juridiction que les États exercent pour affirmer leur souveraineté, législatif, exécutif et judiciaire. Et ces formes de juridiction permettent à l'État d'intervenir à divers niveaux pour réguler la vie au sein de la société, chacune ayant un rôle spécifique dans le maintien de l'ordre juridique. Alors, la juridiction législative ou juridiction de prescrire représente la capacité d'un État à élaborer des lois qui s'appliquent à ses citoyens et à son territoire. Et c'est par cette forme de juridiction que les États fixent les règles de conduite, réglementent un petit peu les activités économiques et sociales et établissent des normes auxquelles tous doivent se conformer. Cette juridiction est une expression directe de la souveraineté car elle repose sur le pouvoir de l'État de définir ce qui est légal ou illégal au sein de son territoire. Et la juridiction exécutive, quant à elle, concerne la mise en œuvre et l'application des lois par l'appareil administratif de l'État et implique le pouvoir de l'État de faire respecter ces lois par des moyens coercitifs si nécessaire, y compris l'exécution des décisions judiciaires, l'imposition de sanctions et la régulation des activités quotidiennes des citoyens. Et cette forme de juridiction est essentielle pour garantir que les lois adoptées par l'État ne restent pas de simples déclarations, mais qu'elles soient effectivement appliquées et respectées. Enfin, la juridiction judiciaire désigne le pouvoir des tribunaux d'un État de trancher des litiges, d'interpréter des lois et de rendre des décisions ayant force obligatoire. Et la fonction judiciaire est importante car elle assure la résolution des conflits conformément aux lois de l'État, tout en protégeant un petit peu les droits des individus et en préservant l'équité et la justice dans la société. Par le biais de cette juridiction, l'État affirme son autorité en tant qu'arbitre ultime des questions légales, consolidant ainsi son rôle en tant qu'entité souveraine. Pour illustrer comment ces différentes formes de juridiction fonctionnent ensemble dans un système juridique national, dans un pays bien déterminé, le Parlement exerce la juridiction législative en adoptant des lois contraignantes qui régissent l'ensemble de la population et des activités sur le territoire du pays. Les lois adoptées par le Parlement deviennent des normes légales que tous doivent suivre et les tribunaux, quant à eux, exercent la juridiction judiciaire et en interprétant ces lois et en essayant de résoudre les litiges qui leur sont soumis. Les décisions de ces tribunaux ont un caractère obligatoire et peuvent créer des précédents qui guideront les futures interprétations juridiques. Et enfin, l'exécutif qui est représenté par le gouvernement et ses différentes agences organes, et qui met en œuvre ces lois et veille à leur application au quotidien, assurant ainsi un ordre et une stabilité au sein de l'État. Et donc, c'est à travers cette capacité de légiférer, d'exécuter les lois et de rendre la justice que la souveraineté de l'État est exprimée de manière tangible et visible. La juridiction n'est donc pas simplement un concept abstrait, mais elle est au cœur même du fonctionnement d'un État souverain, garantissant que l'autorité de l'État est reconnue et respectée tant au niveau national qu'international. La distinction entre juridiction législative et juridiction d'exécution est fondamentale pour comprendre les différentes dimensions du pouvoir étatique en droit international. Et ces deux formes de juridiction, bien qu'étroitement liées, relèvent des fonctions distinctes au sein de l'autorité souveraine d'un État. La juridiction législative, également appelée prescriptive, désigne la capacité à élaborer, promulguer, prescrire les lois et contrairement elle est surtout c'est un acte de souveraineté où l'État, par le biais de ses organes législatifs, établit des normes légales qui doivent être respectées par ses citoyens. Alors, il est important de dire que la juridiction législative n'est pas limitée aux frontières territoriales de l'État, elle peut s'étendre au-delà. Par exemple, pour inclure les ressortissants de l'État où qu'ils se trouvent dans le monde ou pour réguler des activités ayant un impact sur l'État, même si ces activités se déroulent à l'étranger.
un exemple de cette extension de la juridiction législative est la capacité d'un État à adopter des lois pénales qui s'appliquent à ses ressortissants pour des crimes commis à l'étranger ou encore à promulguer des règles environnementales ou économiques visant à contrôler les effets extraterritoriaux d'activités ayant un impact direct sur l'État. Cependant, l'élaboration de ces lois ne signifie pas que l'État peut automatiquement en garantir l'application à l'extérieur de ses frontières. C'est ici qu'intervient un petit peu la juridiction d'exécution ou juridiction d'enforcement qui se réfère à la capacité d'un État à faire respecter ses lois par des moyens coercitifs tels que la police, les autorités administratives et les tribunaux. Et l'exercice de la juridiction d'exécution est principalement territorial, ce qui signifie qu'il est limité aux frontières de l'État, contrairement aux juridictions législatives. L'application coercitive des lois ne peut généralement pas être réalisée en dehors du territoire de l'État sans le consentement d'un autre État. Par exemple, un État peut adopter une loi interdisant certains comportements à l'étranger, mais il ne peut pas envoyer ses forces de l'ordre sur le territoire d'un autre État pour arrêter une personne ayant enfreint cette loi. La mise en application de cette loi dépendrait de la coopération internationale, souvent par le biais de traités d'extradition ou d'autres accords juridiques internationaux. Et la différence importante entre la juridiction législative et d'exécution réside donc dans la portée territoriale et l'efficacité de l'application de la loi. Alors, si on prend un exemple concret pour illustrer cette distinction, supposons qu'un crime soit commis sur le territoire de l'État A par un ressortissant de l'État B. A a la juridiction législative de promulguer des lois qui définissent ce comportement comme un crime. Cependant, si l'auteur du crime fuit vers B, l'État ne peut pas envoyer ses agents pour appréhender cette personne sur le territoire de l'État B. Et il devra plutôt demander l'extradition de l'individu par les autorités de l'État B en se conformant aux règles internationales qui régissent de telles procédures. Et ce cas met en évidence la limite de la juridiction d'exécution qui ne peut s'étendre au-delà des frontières nationales sans l'accord des autres États souverains. Il est donc important de citer que la juridiction d'exécution est essentielle pour maintenir l'ordre public et la souveraineté. Et sans le pouvoir de faire respecter ces lois, un État ne pourrait pas garantir la sécurité, la justice ou l'ordre au sein de sa société. Cependant, cette capacité est intrinsèquement liée par la souveraineté d'autres États, ce qui impose des restrictions à l'exercice de la juridiction d'exécution dans un contexte international. Alors, comme on l'a précisé, en droit international, la distinction entre juridiction législative et juridiction d'exécution est importante pour comprendre les différentes façons dont un État peut exercer son autorité souveraine. Et ces deux formes de juridiction, bien qu'interconnectées, remplissent des fonctions distinctes dans l'affirmation de la souveraineté d'un État, et leur application peut varier en fonction des circonstances territoriales et des relations internationales. La juridiction législative ou prescriptive généralement peut, comme défini, se réfère à la capacité de créer des lois, etc. En revanche, celle de l'exécution ou compétence d'enforcement, c'est la capacité d'appliquer ces lois. Et cette distinction est particulièrement importante lorsqu'il s'agit de la coopération internationale en matière judiciaire et policière. Par exemple, un État peut avoir la juridiction législative de prescrire des lois qui s'appliquent à ses citoyens ou qui sont, mais il ne peut pas faire respecter ces lois sur le territoire d'un autre État sans l'accord de ce dernier. Cela pose des défis lorsqu'un individu enfreint la loi d'un État mais se trouve sur le territoire d'un autre État qui refuse de coopérer. Et imaginez un scénario où un individu commet un meurtre, par exemple, en France et parvient à fuir vers le Pays-Bas. Or, la France a la juridiction législative pour inculper cet individu et le juger pour meurtre, même si ce dernier est un citoyen étranger. Et cette capacité de légiférer sur un crime commis sur son territoire reflète la souveraineté de la France et sa compétence prescriptive.
Et cependant, malgré cette compétence législative, la France n'a pas la compétence d'exécution pour envoyer ses forces de l'ordre aux Pays-Bas afin d'arrêter le meurtrier et de le ramener en France pour y être jugé. Et cela dépasserait les limites de sa juridiction d'exécution qui est strictement territoriale. Dans ce cas, la France doit faire appel aux autorités néerlandaises pour l'extradition de l'individu. Et si les Pays-Bas acceptent la demande d'extradition, le meurtrier sera renvoyé en France où la juridiction d'exécution pourra alors être pleinement exercée. Et ce processus montre clairement comment la juridiction législative peut exister indépendamment de la juridiction d'exécution et comment cette dernière est contrainte par des considérations territoriales et des relations interétatiques. En plus de ça, cet exemple souligne des limites territoriales inhérentes à la juridiction d'exécution. Et donc, bien que la juridiction législative permette à un État de prescrire des règles applicables à ses citoyens et aux événements se produisant sur son territoire, la capacité de faire respecter ces règles est limitée par les frontières physiques de l'État. Et cela implique que l'exercice de la juridiction d'exécution sur des individus ou des biens situés à l'étranger dépend largement de la coopération internationale, souvent formalisée par des accords bilatéraux ou multilatéraux tels que les traités d'extradition. Donc, comme on vient de le voir, le concept de juridiction en droit international, c'est un pilier fondamental de la souveraineté des États, mais il est également marqué par un certain nombre de limites et des complexités, notamment en ce qui concerne les distinctions entre juridiction territoriale et juridiction extraterritoriale. Il y a aussi les immunités diplomatiques et les actes souverains. Et ces éléments créent un cadre juridique complexe dans lequel les États doivent naviguer pour exercer un petit peu leur autorité légale. Alors, la juridiction territoriale, c'est la forme la plus traditionnelle et la plus courante de juridiction exercée par un État et se réfère à l'autorité d'un État d'adopter et d'appliquer ses lois à l'intérieur de ses propres frontières géographiques. Donc, c'est un État qui a le droit souverain de réglementer des biens, les personnes, les événements situés sur son territoire. Et cette forme de juridiction est profondément enracinée dans le principe de souveraineté territoriale qui soutient que chaque État est maître chez lui et que nul autre État ne peut interférer dans l'exercice de cette souveraineté sans consentement explicite. Alors, cependant, les réalités contemporaines des relations internationales et des interconnexions mondiales ont poussé certains États à revendiquer une juridiction extraterritoriale dans certaines circonstances. Et la juridiction extraterritoriale permet à un État d'exercer son autorité légale au-delà de ses frontières, généralement en raison des liens spécifiques comme la nationalité des personnes concernées, la nécessité de protéger les intérêts nationaux essentiels, ou encore pour répondre à des crimes internationaux tels que le terrorisme, la piraterie ou les crimes contre l'humanité. Et la juridiction extraterritoriale, c'est un domaine complexe. Il est souvent aussi controversé. D'un côté, elle reflète l'évolution des besoins d'un monde globalisé, où des actes commis à l'étranger peuvent avoir des conséquences directes et graves pour un État. Et de l'autre côté, elle soulève des questions de souveraineté et peut entrer en conflit avec le droit d'un autre État d'exercer sa propre juridiction territoriale. Par exemple, l'exercice de la juridiction extraterritoriale par un État pour poursuivre un de ses citoyens pour des actes commis à l'étranger peut être perçu par l'État où ces actes ont eu lieu comme une atteinte à sa souveraineté. Outre ces questions de compétences territoriales et extraterritoriales, il existe également des immunités diplomatiques qui limitent un petit peu la capacité d'un État à exercer sa juridiction, même à l'intérieur de ses propres frontières. Les diplomates et les agents consulaires, par exemple, bénéficient d'une immunité contre les poursuites judiciaires et les mesures d'exécution dans l'État où ils sont en mission. Et cette immunité est un principe bien établi de droit international conçu pour permettre aux représentants des États de mener leurs fonctions officielles sans crainte d'ingérence ou de harcèlement judiciaire. Cette protection est codifiée dans les instruments de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961. Les immunités diplomatiques ne sont cependant pas absolues, elles ne s'étendent généralement pas aux actes privés ou commerciaux commis par un diplomate qui ne relève pas de ses fonctions officielles. De plus, l'État accréditant peut lever l'immunité de son diplomate
permettant ainsi des poursuites. Mais en l'absence de cette levée, les juridictions nationales sont contraintes de par le cadre des immunités, ce qui peut parfois créer des situations délicates, surtout dans le cas de crimes graves. Et en parallèle de leurs immunités diplomatiques, certains actes souverains d'États étrangers peuvent également être immunisés de la juridiction nationale, selon le principe de l'immunité de juridiction des États. Ce principe, il empêche les tribunaux d'un État de juger les actes d'un autre État, particulièrement lorsque ces actes sont de nature souveraine, actes à jure impéri, par exemple des décisions politiques, des mesures de sécurité nationale ou des opérations militaires menées par un État ne peuvent être soumis à la juridiction d'un tribunal étranger. Et cette immunité protège les États contre l'ingérence judiciaire d'autres nations dans leurs affaires internes, tout en préservant le principe de l'égalité souveraine entre États. Cependant, cette immunité est de plus en plus remise en question, surtout dans des cas où les actes d'un État sont perçus comme violant des normes impératives du droit international, comme les droits de l'homme. Donc, la jurisprudence récente montre une tendance à restreindre l'application de l'immunité d'État lorsque des violations graves du droit international sont en jeu, créant ainsi une tension entre le respect de la souveraineté nationale et la protection des droits fondamentaux. Le principe de la juridiction domestique, qui occupe une place centrale dans le droit international et dans la conception de la souveraineté des États, ce principe est fondé sur la non-intervention dans les affaires intérieures d'un État. C'est un principe, c'est un pilier du système international depuis des siècles. Cependant, à mesure que le droit international se développe, que les questions des droits humains et de gouvernance mondiale prennent de l'importance, l'influence de ce principe a évolué, suscitant de nouveaux défis et réinterprétations. Le concept de non-intervention repose sur l'idée que chaque État a le droit souverain de gérer ses propres affaires internes sans ingérence extérieure. Et cette notion est inscrite dans la Charte des Nations Unies, notamment l'article 2 qui stipule que rien n'est dans la présente charte n'autorise les Nations Unies à intervenir, dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État. Et ce principe est étroitement lié à la souveraineté étatique, un concept selon lequel chaque État est autonome et indépendant et ne peut être soumis à l'autorité d'un autre État ou d'une organisation internationale, sauf consentement volontaire. La non-intervention implique que les questions internes telles que la formulation des lois, la gestion des ressources, les politiques économiques et la régulation des affaires civiles et pénales sont du ressort exclusif de l'État concerné. Cela signifie qu'en vertu du droit international traditionnel, un État ne peut pas interférer dans la manière dont un autre État gère ses affaires domestiques, que ce soit par des moyens militaires, économiques ou politiques. Cependant, l'influence croissante du droit international sur les affaires domestiques, il a progressivement érodé l'absolutisme de ce principe. Et cette évolution s'est particulièrement manifestée dans des domaines tels que les droits de l'homme, la protection de l'environnement, et où les normes internationales se sont imposées comme des standards que les États sont tenus de respecter, y compris à l'intérieur de leurs propres frontières. Et l'émergence du droit international des droits de l'homme, par exemple, a introduit une nouvelle dynamique dans la relation entre la juridiction domestique et le droit international. Traditionnellement, la manière dont un État traitait ses citoyens relevait de sa seule juridiction domestique. Cependant, avec la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, suivie des traités internationaux comme le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la communauté internationale a commencé à établir des normes minimales de traitement que chaque État doit respecter indépendamment de ses propres lois et traditions. Et l'application de ces normes a conduit à une situation où la communauté internationale, par l'intermédiaire d'organisations telles que les Nations Unies ou les cours internationales comme la Cour européenne des droits de l'homme, peut intervenir ou au moins critiquer un État pour des violations graves des droits humains, même si ces actes sont commis en toute conformité avec la législation nationale de cet État. Et cette tendance a été renforcée par la pratique de sanctions internationales ou par la reconnaissance du droit d'ingérence en cas de violation massive des droits de l'homme, tels que des génocides ou des crimes contre l'humanité. En plus de ça, les affaires internes ayant des répercussions internationales peuvent également
entraîner une limitation du principe de juridiction domestique. Un exemple est l'affaire des pêcheries anglo-norvégiennes où la Cour internationale de justice a statué que bien que la délimitation des eaux territoriales soit un acte unilatéral d'un État côtier, la validité de cette délimitation par rapport aux autres États dépend du respect du droit international. Et cela illustre comment ces actes relevant de la juridiction domestique peuvent être soumis à des normes internationales lorsque leurs effets dépassent un petit peu les frontières nationales. Un autre domaine où l'influence du droit international s'est accrue est celui du droit environnemental. Donc, il y a des conventions internationales comme la Convention de Paris sur le climat de 2015 qui impose aux États des obligations qui limitent un petit peu leur juridiction domestique en matière de politique environnementale. Et cela reflète une reconnaissance croissante que certains problèmes tels que le changement climatique ne peuvent être résolus par des actions purement nationales et nécessitent une coopération et une régulation internationale. De plus, la mondialisation et l'interdépendance croissante des économies mondiales ont également contribué à l'affaiblissement du principe de juridiction domestique. Par exemple, les règles commerciales établies par l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, ils limitent un petit peu la capacité des États à adopter des politiques économiques qui pourraient être considérées comme protectionnistes ou discriminatoires envers d'autres membres de l'OMC. Et ici encore, la souveraineté des États est partiellement cédée au profit des règles internationales qui cherchent à maintenir un système économique global équitable et stable. Cependant, malgré ces développements, le principe de juridiction domestique conserve une importance fondamentale et rappelle que malgré les influences externes et les obligations internationales, les États restent des acteurs principaux dans la gestion de leurs affaires internes. Et ce principe continue de servir de fondement au système international d'États souverains, même si les contours de ce principe sont continuellement redéfinis par les évolutions du droit international. Alors, ici, la distinction entre juridiction civile et juridiction pénale est une composante essentielle de tout système juridique, de tout État, chaque type de juridiction jouant un rôle distinct dans la régulation des comportements et la résolution des litiges. Et comprendre les différences fondamentales entre ces deux types de juridiction permet d'appréhender comment les États maintiennent l'ordre public, protègent les droits individuels et appliquent un petit peu les sanctions nécessaires pour les infractions à la loi. La juridiction civile concerne les litiges entre individus ou entre individus et entités telles que les entreprises et porte principalement sur des questions de droit privé. Les affaires civiles couvrent une vaste gamme de domaines, y compris les contrats, les responsabilités délictuelles, le droit de la famille, les successions, les litiges commerciaux, etc. Et l'objectif principal de la juridiction civile est de réparer un tort ou de résoudre un conflit entre parties, souvent par le biais de la compensation financière ou d'autres formes de réparation non pénale. L'un des aspects notables de la juridiction civile est son exercice plus large par rapport à la juridiction pénale. En effet, les États ont souvent une plus grande latitude pour revendiquer leurs compétences en matière civile, surtout dans les affaires impliquant des éléments étrangers. Les tribunaux d'un État peuvent accepter d'entendre une affaire civile si le défendeur possède des biens dans cet État ou si l'une des parties au litige a un domicile ou une résidence dans cet État. Et dans certains systèmes juridiques, la simple présence temporaire du défendeur dans le territoire de l'État peut suffire pour établir la compétence civile, même si l'affaire concerne des événements survenus ailleurs. Et cette flexibilité dans l'exercice de la juridiction civile reflète une reconnaissance du fait que les relations juridiques privées transcendent souvent les frontières nationales, nécessitant ainsi une certaine souplesse dans la détermination de la compétence judiciaire. Toutefois, même si la juridiction civile peut être large, elle est encadrée par des principes de droit international privé qui cherchent à éviter les conflits de loi et à respecter la compétence des autres États tout en garantissant une justice équitable pour les parties impliquées. En revanche, la juridiction pénale est plus strictement encadrée et concerne la compétence d'un État à juger et à sanctionner les infractions aux lois pénales. Et les affaires pénales impliquent des actes considérés comme nuisibles à la société dans son ensemble, tels que les crimes, les délits et les contraventions. Et l'objectif principal de la juridiction pénale est de maintenir l'ordre public, de dissuader les comportements criminels et de punir ceux qui enfreignent la loi. Et les sanctions imposées dans le cadre de la juridiction pénale peuvent inclure des peines de prison,
des amendes, des travaux d'intérêt général ou d'autres mesures restrictives de liberté. Les bases de la compétence pénale sont généralement plus restreintes que celles de la juridiction civile, principalement en raison du respect du principe de souveraineté territoriale et de la gravité des conséquences pour les individus accusés d'infractions pénales. La compétence territoriale, c'est le fondement principal de la juridiction pénale. Un État peut juger les infractions commises sur son territoire indépendamment de la nationalité de l'auteur ou de la victime. Et cette compétence s'étend également aux actes criminels dont les effets se produisent sur le territoire de l'État, même si les actes ont été initiés à l'étranger dans le cadre du principe de territorialité objective. Cependant, la juridiction pénale peut parfois s'étendre au-delà des frontières territoriales. Par exemple, le principe de la nationalité active permet à un État de poursuivre ses propres ressortissants pour des crimes qu'ils ont commis à l'étranger. De même, le principe de la protection qui permet à un État de revendiquer sa compétence pour juger des infractions commises à l'étranger si elles menacent la sécurité nationale ou les intérêts fondamentaux de l'État. Un autre fondement de la juridiction pénale extraterritoriale est le principe de la compétence universelle qui permet à un État de poursuivre les auteurs de certains crimes internationaux graves comme le génocide, les crimes contre l'humanité, la piraterie, indépendamment du lieu où ces crimes ont été commis et de la nationalité des auteurs ou des victimes. Et malgré ces bases pour l'exercice extraterritorial de la juridiction pénale, cette compétence reste souvent controversée et est généralement limitée par des accords bilatéraux ou multilatéraux, tels que les traités d'extradition qui régissent un petit peu la coopération entre les États dans la poursuite des criminels. Et ces accords sont essentiels pour résoudre les conflits de compétences et garantir que les criminels ne puissent pas échapper à la justice en se réfugiant dans un autre pays. Alors, comme on l'a précisé au début, le principe de la juridiction territoriale, c'est l'une des pierres angulaires du droit international du système juridique des États. Et ce principe, il repose sur l'idée que l'autorité d'un État s'étend principalement à l'intérieur de ses frontières géographiques et que cet État a le droit souverain de réglementer toutes les affaires qui se déroulent sur son territoire. L'importance de la territorialité en matière de juridiction pénale ne peut être surestimée. La plupart des systèmes juridiques adoptent la compétence territoriale comme base première pour exercer leur autorité sur les infractions pénales. Et cela signifie qu'un État peut poursuivre et juger toute personne ayant commis un crime sur son territoire. Le principe territorial est donc important pour l'application de la loi et ancre un petit peu l'autorité légale d'un État dans ses frontières et lui permettant de protéger efficacement ses citoyens, de maintenir un petit peu l'ordre au sein de ses limites géographiques. Alors, il y a un certain nombre de principes. Alors, premièrement, la compétence territoriale subjective qui se réfère à la capacité d'un État de poursuivre des crimes qui ont été initiés sur son propre territoire, même si leurs effets se produisent ailleurs. Par exemple, si une personne planifie, commence à exécuter un crime dans un État, mais que les conséquences de ce crime se manifestent dans un autre État, le premier État conserve le droit de juger cette personne en vertu de la compétence territoriale subjective. À l'inverse, la compétence territoriale objective permet à un État de revendiquer leur juridiction sur des crimes dont les effets se produisent sur son territoire, même si les actes criminels ont été initiés à l'étranger. Et ce principe s'applique dans des situations où, par exemple, une attaque cybernétique est lancée depuis un autre pays, mais cause des dommages importants sur le territoire de l'État victime. Et dans ce cas, l'État où les dommages sont subis peut revendiquer la compétence territoriale pour poursuivre les auteurs de l'attaque, même si ces derniers se trouvent en dehors de ses frontières. L'affaire du naufrage du Lotus en 1926 est un cas emblématique illustrant les implications du principe de la juridiction territoriale et son application au droit international. Cet incident impliquait une collision en haute mer entre un navire français, le Lotus, et un navire turc, le Bozkurt. La collision a causé le naufrage du Bozkurt, entraînant la mort de plusieurs passagers turcs.
Et lorsque le Lotus a accosté en Turquie, les autorités turques ont arrêté le lieutenant français responsable de la navigation, mais même au moment de la collision, l'accusant d'homicide involontaire. La France a protesté, arguant que la Turquie n'avait pas le droit de juger un citoyen français pour des actes commis en dehors de son territoire national, et l'affaire a été portée devant la Cour permanente de justice internationale à l'époque, qui a dû se prononcer sur la question de savoir si la Turquie avait le droit d'exercer sa juridiction dans cette affaire. Alors, la Cour elle a statué que bien qu'il n'existait pas de règles spécifiques de droit international qui accordaient expressément ce droit à la Turquie, il n'y avait pas non plus de règles qui l'interdisaient, et la Cour a soutenu que les États jouissent d'une certaine discrétion pour revendiquer leur juridiction, à condition qu'il n'existe pas de règles contraires au droit international. Et dans ce cas, la Turquie avait le droit d'exercer la compétence territoriale objective, car les effets du naufrage, à savoir la mort des citoyens turcs, s'étaient produits sur le territoire turc, ou du moins étaient considérés comme ayant un lien suffisant avec celui-ci pour justifier l'exercice de la juridiction. Et cette décision a eu des implications majeures pour le droit international, puisqu'elle a établi que l'absence de règles interdisant explicitement une action juridique pouvait être interprétée comme permettant à un État d'exercer sa juridiction, tant que celle-ci était justifiée par des liens objectifs avec le territoire de l'État en question. L'affaire Lotus a également souligné l'importance de la territorialité dans l'exercice de la juridiction, tout en reconnaissant la complexité des situations où les actes criminels transcendent les frontières nationales. Alors, on passe maintenant au principe de nationalité et de personnalité passive. Les principes de nationalité et de la personnalité passive constituent des bases importantes pour l'exercice de la juridiction extraterritoriale par un État. Et ces principes permettent aux États d'étendre leurs compétences au-delà de leurs frontières territoriales, en s'appuyant sur des liens particuliers avec les personnes impliquées dans des actes criminels, que ce soit en tant qu'auteurs ou victimes. Et leur application particulièrement pertinente dans un monde où les individus et les crimes et leur impact traversent un petit peu souvent les frontières nationales. Et donc le principe de la nationalité, il confère à un État le droit d'exercer sa juridiction sur ses ressortissants, où qu'ils se trouvent dans le monde. En vertu de ce principe, un État peut poursuivre et juger un de ses citoyens pour des actes commis à l'étranger, même si ces actes ne constituent pas une infraction dans le pays où ils ont été commis. Et ce principe est basé sur le lien de nationalité qui unit l'individu à l'État, un lien qui implique des droits comme la protection diplomatique, mais aussi des obligations comme le respect des lois nationales. Et par exemple, un État peut poursuivre un de ses ressortissants pour des crimes tels que la fraude fiscale, la corruption, ou même des crimes graves comme le meurtre commis à l'étranger. Et cela permet à l'État de maintenir une certaine continuité dans l'application de ces lois et de préserver l'intégrité de son système juridique, même lorsque ses citoyens sont en dehors de ses frontières. Et le principe de la nationalité est donc essentiel pour garantir que les citoyens d'un État demeurent soumis à ces lois, où qu'ils soient. Le principe de la personnalité passive, quant à lui, permet à un État d'exercer sa juridiction sur les auteurs d'infractions commises contre ses ressortissants à l'étranger. Et ce principe est particulièrement pertinent dans le cas où un citoyen est victime d'un crime en dehors du territoire national et où le pays où le crime a été commis ne poursuit pas ou ne peut pas poursuivre l'auteur de l'infraction. Donc le principe de la personnalité passive offre ainsi une voie légale pour protéger les ressortissants d'un État et leur garantissant justice même lorsqu'ils sont à l'étranger. Ce principe il a pris une importance accrue avec la montée des crimes internationaux comme le terrorisme par exemple. Alors, si un citoyen d'un État est victime d'un attentat terroriste à l'étranger, l'État d'origine de la victime peut revendiquer les compétences pour poursuivre les terroristes, même si ceux-ci ne sont pas présents sur son territoire. Un cas marquant, c'est les États-Unis, qui ont utilisé le principe de la personnalité passive pour poursuivre les terroristes responsables de l'attentat de 1985 contre l'USS Achille Lauro, où un citoyen américain a été tué. Les États-Unis ont revendiqué leurs compétences sur les auteurs de l'attentat en raison
de la nationalité de la victime, même si l'attentat a eu lieu en dehors du territoire américain. Et l'importance de la personnalité passive a été renforcée dans le cadre de la lutte contre le terrorisme international, où les États un petit peu ont adopté des lois permettant de poursuivre et de punir les auteurs d'actes terroristes visant leurs citoyens à l'étranger, créant ainsi un cadre juridique qui transcende un petit peu les frontières nationales. Par exemple, les États-Unis, toujours, à travers les lois telles que l'Omnibus Diplomatic Security ou l'Anti-Terrorism Act de 1986, permet un petit peu de poursuivre toute personne impliquée dans des actes de violence contre des citoyens américains à l'étranger en fondant la compétence sur la nationalité de la victime. Cependant, l'application du principe de la personnalité passive n'est pas sans controverse. Certains États voient en lui une atteinte à leur propre souveraineté, surtout lorsque l'État exerçant cette juridiction est perçu comme empiétant sur la compétence territoriale du pays où le crime a été commis. Et donc, ce principe peut également créer des tensions internationales, notamment lorsqu'un État utilise cette juridiction de manière expansive sans prendre en compte les intérêts de l'État où l'infraction a eu lieu. Et en dépit de ces défis, le principe de personnalité passive reste un outil puissant dans la protection des citoyens étrangers, dans la lutte contre les crimes internationaux et son application en matière de terrorisme en particulier reflète la reconnaissance par les États de la nécessité de répondre aux menaces globales d'une manière qui transcende un petit peu les limites traditionnelles de la juridiction territoriale. Alors, on arrive maintenant à un principe très important, le principe protecteur, qui est une base juridique qui permet à un État d'exercer sa juridiction sur des infractions commises à l'étranger lorsque ces infractions portent atteinte à ses intérêts vitaux ou à sa sécurité nationale. Et sous ce principe, bien qu'il soit moins au courant que les principes de la territorialité et de la nationalité, il joue un rôle très important dans la protection des intérêts souverains d'un État contre les menaces internationales. Le principe protecteur permet à un État d'affirmer sa compétence sur des actes criminels qui, bien que commis en dehors de ses frontières, ont des répercussions directes sur la sécurité et les intérêts essentiels de cet État. Et contrairement au principe de la nationalité qui se fonde sur les liens personnels avec l'auteur du crime, ou au principe de la personnalité passive qui se concentre sur la nationalité de la victime, le principe protecteur est centré sur la nature de l'infraction elle-même et sur l'impact qu'elle peut avoir sur l'État. Ce principe est particulièrement pertinent pour les infractions telles que l'espionnage, la contrefaçon de monnaie, les actes de terrorisme, les crimes économiques susceptibles de déstabiliser l'économie ou les institutions d'un État. Par exemple, un État peut revendiquer ses compétences pour juger un étranger qui, depuis un autre État, complote pour renforcer son gouvernement ou qui mène des activités de cyberespionnage visant ces infrastructures critiques. La justification du principe protecteur repose sur l'idée que chaque État a le droit et le devoir de se défendre contre des actes qui menacent sa stabilité, son intégrité ou encore sa souveraineté. Et le droit international reconnaît que certains crimes, de par leur nature, transcendent les frontières et exigent une réponse juridique qui dépasse le cadre strictement territorial. Et le principe protecteur donne aux États les moyens légaux nécessaires pour réagir à des menaces extérieures qui, bien que situées en dehors de leurs frontières, ils visent directement leur sécurité nationale. L'application du principe protecteur est souvent mise en avant dans des affaires touchant à la sécurité nationale. Par exemple, un État peut revendiquer sa compétence pour juger un individu étranger qui, depuis l'étranger, falsifie sa monnaie ou commet des actes de terrorisme contre ses institutions. De même, des activités de subversion ou de complot contre le gouvernement d'un État menées à partir d'un autre territoire peuvent tomber sous la juridiction de cet État en vertu du principe protecteur. Un cas pratique et célèbre impliquant l'application de ce principe est celui de William Joyce, plus connu sous le nom de Lord Howe. Durant la Seconde Guerre mondiale, Joyce, c'est un Américain naturalisé britannique, a été capturé après la guerre et jugé au Royaume-Uni pour trahison, bien qu'il ait diffusé de la propagande pro-nazie depuis l'Allemagne. Le Royaume-Uni a exercé sa juridiction sur lui en vertu du principe protecteur, arguant que ces actes portaient atteinte à la sécurité et aux intérêts du Royaume-Uni. Joyce a été condamné et exécuté pour trahison, malgré ses arguments selon lesquels il n'avait pas commis d'acte de trahison sur le territoire
britannique. Bien que le principe protecteur soit justifié par la nécessité de protéger les intérêts vitaux d'un État, son application n'est pas sans controverse ni limite. Et l'une des principales critiques concerne son potentiel à être utilisé de manière excessive ou abusive et permettant aux États de revendiquer une compétence trop large pour des actes commis à l'étranger. Et cette application large pourrait entrer en conflit avec la souveraineté d'autres États, en particulier lorsque l'État en question considère les actes en cause comme relevant de sa compétence exclusive. En outre, le principe protecteur doit être appliqué avec discernement, car il peut engendrer des tensions diplomatiques entre États, surtout si l'État revendiquant la juridiction est perçu comme empiétant sur la souveraineté d'un autre État. Par exemple, si un État tente de juger un citoyen étranger pour des actes commis entièrement sur le territoire d'un autre État sans lien évident avec sa propre sécurité nationale, et cela pourrait être vu comme une ingérence illégitime dans les affaires d'un autre État. Et donc, les tribunaux internationaux et les normes juridiques internationales jouent un rôle très important dans le maintien de l'équilibre entre la légitimité des revendications basées sur le principe protecteur et le respect de la souveraineté d'autres États. Et le recours à ce principe doit donc être soigneusement encadré et justifié par un lien réel et direct avec les intérêts essentiels de l'État qui l'invoque. Alors, on arrive maintenant au principe de l'universalité, qui est un concept des plus puissants et controversé en droit international et permettant à un État de revendiquer une compétence pénale pour juger des crimes graves indépendamment de l'endroit où ils ont été commis, de la nationalité des auteurs ou des victimes ou de tout lien direct avec l'État exerçant cette compétence. Et ce principe repose sur l'idée que certains crimes sont si graves et portent une atteinte si profonde aux intérêts de l'humanité tout entière qu'ils doivent être réprimés par tous les États, quelles que soient les circonstances. Et le principe de l'universalité accorde aux États la compétence de poursuivre et de juger les auteurs de certains crimes particulièrement odieux, même si ces crimes ont été commis en dehors de leur territoire par des non-nationaux et sans que leurs propres ressortissants soient affectés. Et ce principe repose sur l'idée que ces crimes représentent une menace pour l'humanité. Et donc l'universalité est principalement appliquée à des crimes qui, par leur nature, choquent la conscience universelle et menacent la paix et la sécurité internationale. Et les crimes susceptibles d'une juridiction universelle incluent la piraterie, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, le génocide, la torture, etc. La piraterie est souvent citée comme le premier crime à avoir été reconnu comme relevant de la juridiction universelle, car elle se déroule en dehors des frontières étatiques sur les mers internationales où aucun État ne peut revendiquer une juridiction territoriale exclusive. La piraterie, qui a été l'un des premiers crimes à être considéré comme relevant de juridiction universelle, c'est un exemple classique. Les pirates étaient considérés comme hostes humani generis, c'est-à-dire des ennemis de l'humanité. Il était admis que tout État pouvait les capturer et les juger, quel que soit l'endroit où leurs crimes avaient été commis. Il y a aussi les crimes de guerre. Les crimes contre l'humanité sont désormais largement reconnus comme relevant de la compétence universelle, surtout depuis les procès de Nuremberg et la création des tribunaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda. Et ces crimes commis souvent dans le cadre de conflits armés ou de campagnes systématiques de violence sont jugés trop graves pour être laissés à la seule juridiction de l'État où ils ont été commis. L'un des exemples les plus célèbres de l'application du principe de l'universalité est le cas d'Adolf Eichmann, un des principaux organisateurs de la Shoah. Après la Seconde Guerre mondiale, Eichmann a fui en Argentine où il a vécu sous une fausse identité pendant plusieurs années. Et en 1960, il a été capturé par des agents israéliens et emmené en Israël pour y être jugé. Et bien que les crimes pour lesquels Eichmann a été accusé, notamment les crimes contre l'humanité et le génocide, aient été commis principalement en Europe, Israël a revendiqué sa compétence universelle pour le juger. Et l'État d'Israël a justifié cette compétence par la nature exceptionnelle des crimes commis, qui, selon lui, donnait à toute
nation le droit de juger les responsables de tels actes au nom de l'humanité toute entière. Le procès d'Eichmann, qui a débuté en 1961 à Jérusalem, a eu un impact profond sur le droit international et sur la conscience mondiale. Il a non seulement souligné l'importance de la compétence universelle dans la poursuite des crimes les plus graves, mais il a aussi démontré que les criminels de guerre, même s'ils réussissent à échapper à la justice pendant un certain temps, peuvent encore être tenus responsables de leurs actes, quelle que soit la durée écoulée depuis leur crime et indépendamment de leur lieu de résidence actuel. Et le cas Eichmann a établi un précédent pour la juridiction universelle, renforçant l'idée que certains crimes sont si atroces qu'ils transcendent les frontières nationales et nécessitent une réponse de la communauté internationale. Et depuis, d'autres pays ont invoqué la compétence universelle pour poursuivre les responsables de crimes internationaux, comme en Espagne, où le juge Baltasar Garzón a tenté de poursuivre l'ancien dictateur chilien Augusto Pinochet pour des crimes contre l'humanité. Alors, en dernier lieu, on va revenir à ce principe de juridiction extraterritoriale qui est quand même un domaine complexe du droit international et qui permet à un État d'étendre l'application de ses lois au-delà de ses frontières nationales. Alors, la juridiction extraterritoriale est souvent mise en œuvre dans le domaine économique où les activités, par exemple, commerciales et financières s'étendent à travers les frontières nationales. Un exemple notable est l'application des lois antitrust américaines, comme le Sherman Act, qui permet aux États-Unis de réguler et de sanctionner des comportements anticoncurrentiels, même si ces comportements ont eu lieu en dehors du territoire américain, condition qu'ils aient un impact substantiel sur le marché américain. L'un des cas emblématiques est celui de United States contre Aluminium Company of America, dans lequel la Cour d'appel des États-Unis a établi que les activités anticoncurrentielles d'une entreprise canadienne avaient un effet direct et substantiel sur le commerce américain. Par conséquent, les États-Unis ont pu exercer leur juridiction même si l'intégralité des actes s'était déroulée au Canada. Et ce cas a posé les bases de ce qui est connu sous le nom de doctrine des effets. La doctrine des effets, effect doctrine, est un principe juridique selon lequel un État peut exercer sa juridiction sur des actes commis à l'étranger s'ils produisent des effets significatifs sur son territoire. Et cette doctrine est particulièrement utilisée par les États-Unis pour appliquer leurs lois économiques, en particulier en matière de concurrence, de sanctions économiques et de fiscalité. Et la doctrine des effets s'étend à des situations où une entreprise ou un individu, bien que n'ayant aucune présence physique aux États-Unis, voit ses actions à l'étranger régulées ou sanctionnées par les autorités américaines en raison de leur impact sur le marché ou les intérêts économiques américains. Cette doctrine a provoqué des frictions internationales car elle peut être perçue comme une ingérence dans les affaires intérieures d'autres États et de nombreux pays, y compris des membres de l'Union européenne, ont critiqué cette approche comme étant une extension excessive de la juridiction américaine, pouvant créer des conflits de loi et compliquer les relations économiques internationales. En contraste, la doctrine de la territorialité reste la norme dans la plupart des systèmes juridiques, selon laquelle un État ne peut exercer sa juridiction que sur des actes commis sur son territoire ou ayant un lien territorial direct avec lui. Cependant, avec l'augmentation des interactions transfrontalières, même la doctrine de la territorialité a dû s'adapter pour prendre en compte des cas où les activités criminelles ou économiques sont étroitement liées à plusieurs juridictions nécessitant une coopération internationale ou une reconnaissance de la compétence partagée. Un exemple illustratif est l'affaire de Laker Airways contre Sabena, dans laquelle des questions de conflit de loi sont apparues entre les juridictions britanniques et américaines concernant les pratiques anticoncurrentielles. Et la Cour américaine a exercé sa compétence sur la base de la doctrine des effets, tandis que les tribunaux britanniques, se basant sur la doctrine de la territorialité, ont cherché à limiter l'application extraterritoriale des lois américaines. La tension entre ces deux doctrines souligne les défis de la juridiction extraterritoriale dans le monde moderne, et les conflits juridiques qui en résultent montrent que bien que les États cherchent à protéger leurs intérêts économiques ou sécuritaires, ils doivent le faire en tenant compte des lois et de la souveraineté des autres États. Et cela nécessite souvent une diplomatie juridique et la mise en place de mécanismes internationaux pour éviter les conflits de compétences.
qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Au cours de cette présentation, nous avons exploré un petit peu les différents principes juridiques qui structurent la notion de juridiction au droit international. Et chaque principe, qu'il s'agisse de la territorialité, de la nationalité, de la personnalité passive, du protecteur ou de l'universalité, ils offrent une base pour l'exercice de la compétence des États sur les infractions et les litiges qui concernent leurs intérêts. Et ces principes, ils permettent un petit peu aux États de faire respecter leurs lois, de protéger leurs citoyens, de maintenir un petit peu l'ordre public. Merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre dans cette exploration du droit international. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre les enjeux très importants de la juridiction et son impact sur la scène internationale. N'oubliez pas que le droit international, bien qu'il puisse sembler complexe, est au service de la justice et de la paix entre les nations, et continuez à explorer, à poser des questions et à approfondir vos connaissances. À très bientôt pour une nouvelle vidéo où nous continuerons à démystifier les concepts essentiels du droit international. Prenez soin de vous et à la prochaine fois.